famille francophone, des députés français, et un qui honorait l'amitié du général Yadema. Vous voyez, donc ce sont des personnes qui ne pourront que dire oui, tu as gagné. Euh, à l'époque, il y a eu la commission électorale nationale qui a implosé. Ferdinand Ité tout à l'heure a parlé de ce fameux ministère de l'Intérieur là. Dans les années 98, déjà, ça se passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de l'Intérieur, une fois que la commission électorale, face à autant d'irrégularités, a implosé, le ministère de l'Intérieur a pris la relève, sans avoir dépouillé, repris les décomptes. Alors que 95% des suffrages à Lomé, un quart du corps électoral, n'ont pas été dépouillés. Il a annoncé la réélection d'Eyadema dès le premier tour. Et le pire dans tout ça, mes chers amis, c'est que en 98, là, dans cette année-là, la Cour constitutionnelle présidée par le magistrat qui a enquêté au Congo-Zaïre sur la persécution des Hutus, son nom, c'est Kofi Ati Amega. Kofi Amega. Ah, voilà. Celui-là entérime cette victoire-là. Quelqu'un, vous pouvez imaginer l'incongruité de la chose? Ce gars-là a fait un travail formidable. Mais c'est grave, quoi, dans d'autres pays. Mais dans son pays à lui-même, ce monsieur a entériné les résultats. Dans cette année-là, on peut donc se battre pour les droits de l'homme sous la bannière de l'ONU, mais on ne pouvait pas renverser la tendance. Et Adema était très fort. Il arrivait à acheter, à menacer des gens. Et vous pouvez aller vérifier, hein, celui qui a écrit cet article de Libération a été persécuté en France ici. Ce monsieur n'a, pendant au moins 5 longues années, il a subi de la persécution depuis Lomé. Pour vous dire comment il était puissant à l'époque, Eyadema. Donc ça, c'était en grosso modo pour les élections de 98. Ensuite, il y a eu, et ça, Ferdinand Ité l'a confirmé, il y a eu une inversion. Et vous voyez, même quand vous faites des recherches sur euh, les résultats de cette élection-là, on vous dit, les moteurs de recherche eux-mêmes vous disent qu'il n'y a pas eu de véritables résultats. Aujourd'hui, hein, vous pouvez aller vérifier cela. Les résultats des élections au Togo de 1998, vous tapez la recherche, on vous dira qu'il n'y a pas eu de véritables résultats. Que ce qui a été annoncé, parce que des militaires en 98 déjà venaient dans les bureaux de vote ramasser les urnes. Ce qu'on a vu en 2005 là, ils avaient commencé ça depuis. Ramasser les bureaux et les urnes et disparaissaient avec. Effectivement. Donc, il le faisait depuis. C'est une pratique qu'il faisait depuis. Donc, je continue rapidement. Hein, on va tomber sur les élections présidentielles du 1er juin 2003. À cette époque, la population du Togo était de 5 400 000 habitants seulement. Il y a eu, en 2003, ça c'est la dernière élection à laquelle a participé Eyadema Gnassingbé. Donc, il y a eu comme inscrit sur cette liste électorale contestée, hein, déjà, 3 223 330 habitants. La participation a été que de 77,5% et il n'y a eu que 2 498 000 Togolais qui ont voté. Les partis impliqués, il y avait le RPT, il y avait la coalition des forces démocratiques, CFD, qui comptait l'UFC, il en a parlé tout à l'heure Ferdinand Ité, l'UFC, représenté par Emmanuel Bob Akitani, le CAR et la CDPA. Ferdinand vous a donné les détails de ce qui s'est passé aussi à cette élection. Ensuite, il y a eu l'ère Faure Gnassingbé qui est arrivé en 2005, de 2005 à 2024.
Parce qu'on compte aussi les élections. Bah, je vais m'arrêter aux élections de 2005. Ce qui s'est passé aussi. À cette période-là, nous étions Togolais que 5 700 000 habitants. On avait un nombre d'inscrits sur la liste électorale de 3 599 120 inscrits. 2 287 240 ont voté et il y a eu une participation de 63,55%. On sait tous ce qui s'est passé. Les partis qui étaient impliqués en 2005, c'était le RPT de Faure Gnassingbé à l'époque, l'UFC, le CAR, la CDPA et le PDR qui ont participé. Nous connaissons les résultats, nous connaissons ce qui s'en est suivi aussi. Pour le reste, j'arrête là, parce que pour certaines personnes, je suis ennuyé. Monsieur Camelon, je vous dis bonsoir. Les gens, merci beaucoup pour la présentation avec les chiffres à l'appui. Donc, au premier abord, j'ai décrit ce qu'est l'élection et dans quel système politique on peut faire une élection. Fédinalité nous a fait l'historique des élections au Togo et la légende est venue. Il est allé jusque dans l'autre temps pour ressortir le même schéma. Les deux ont démontré par des faits ce que j'ai dit par la théorie. Les élections au Togo, ça n'a jamais rien servi, si ce n'est prolonger la vie de la dictature au Togo. Dans ce livre dont je vous ai parlé, il est écrit même que l'élection prolonge la longévité de la dictature. C'est ça. Donc, maintenant, les trois présentations sont finies. Maintenant, vous pouvez poser des questions. Je pense que c'est Aïcha qui a fait. Non, je vais poser ma question. Oui, je vais répondre à Aïcha. Je pense qu'il y a ici sur le panel plusieurs compatriotes qui ont chacun une certaine expérience dans le domaine des élections et de la politique. Et comme Romary a l'habitude de le dire, la politique, c'est une science. Et la science, elle a des règles. Et il y a beaucoup de livres qui renseignent tous les jours sur cette science-là, comment elle évolue et comment est-ce qu'il faut s'adapter. Aïcha a posé la question, mais une élection dans une dictature, c'est le moyen le plus simple de normaliser la dictature. Une élection dans une dictature, c'est le moyen le plus simple de normaliser la dictature. Parce que le dictateur, lui, il n'assumera jamais être dans une dictature. Il dira, on a été aux élections, ils sont des mauvais perdants. C'est tout. Donc, quand vous participez à ce jeu-là, sachant que vous n'y arriverez jamais, vous rendez plus humain, plus civilisé, un régime, je dirais, sauvage, tyrannique, assassin. Donc, quand on entend les responsables politiques togolais sortir tous les jours pour dire mais qui se précipitent pour aller aux élections dans une dictature, il y a quand même des questions à se poser. Vous avez vu Paul Biya, le système togolais et le système camerounais sont similaires. Vous avez vu, même sur son lit de mort, Paul Biya, il continue de contrôler le Cameroun. Rien ne se passe parce qu'ils ont verrouillé tout le système. Et pour la petite histoire, je suis allé travailler au Cameroun en 2012. J'ai vu le système qu'ils ont mis en place au Cameroun. C'est pour ça que quand il s'était agi de faire la décentralisation au Togo, j'ai compris très tôt le piège. Parce que ce qui se fait actuellement au Togo sur le plan de la décentralisation, cela a été fait au Cameroun. Quand l'Union européenne, la France et tout ça, à un moment donné, ont mis la pression sur Paul Biya a dit d'accord, je vais organiser les élections municipales. Je vais organiser les élections municipales. Mais Paul Biya a laissé les partenaires investir beaucoup d'argent, sauf que il a organisé les élections municipales, il a essayé de donner quelques mairies à quelques opposants, et les élections qui ont suivi, il a repris toutes les villes. Et donc, le système est revenu à la case de départ.
Vous voyez? Et donc, quand vous allez dans l'histoire du Cameroun, vous voyez des similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Donc, participer à des élections dans une dictature, c'est le moyen de normaliser la dictature. Et plus grave encore, comme le dictateur, lui, veut jouer les jeux des élections, faire croire que c'est un pays normal, il produit des textes où on décide de financer les partis politiques dans ces textes-là. Et donc, vous devenez de façon, c'est pas, vous devenez des complices de la dictature parce que la dictature vous donne des moyens de le combattre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous devenez implicitement Les béquilles. comment j'appelle ça? Des complices de la dictature. Parce que vous savez très bien que c'est une dictature, mais la dictature vote des lois pour dire il y a un financement des partis politiques, et donc chaque année, on vote le budget et vous allez chercher de l'argent, hein, soit disant que vous êtes dans une lutte. Il y a fondamentalement un problème de cohérence. Quand on se situe dans cette optique-là. On a entendu les gens qui nous ont dit que oui, on fait des dépenses, il faut les récupérer à travers des trucs comme ça. Ça n'a aucun sens. Et donc, pour résumer, Aïcha, nous venons de faire l'historique des élections. J'ai essayé de donner les grandes dates, les gens ont sorti quelques chiffres, mais vous-même, il faut regarder ce qui se passe. La dernière fois qu'on a fait les élections au Togo, les élections législatives, on a vu à Mondovision des proviseurs, des enseignants en train de bourrer les urnes, tout en souriant. Vous avez vu un seul de ces individus-là a été arrêté? Non, pas du tout. Vous avez vu un seul de ces individus-là a été suspendu de leur fonction de proviseur? Des gens qui bourraient les urnes à visage découvert. Les militaires, eux, ils les bourrent, mais quand ils voient que c'est favorable à l'opposition, ils enlèvent les urnes qui sont favorables à l'opposition, ils vont les détruire à la gendarmerie, ou bien ils vont les brûler au camp. Mais les enseignants, qui sont des supplétifs de UNIR, ils bourrent les urnes au vu et au su de tout le monde. Rien ne se passe, rien ne va se passer. Et au-delà de ça, on entend beaucoup de choses. Moi, l'expérience que j'ai eue du terrain, en 2010 déjà, Romarison, à Lomé, en 2010, déjà à Lomé, en 2010, l'opposition n'était pas capable de mettre des délégués dans tous les bureaux de vote. Moi, j'étais sur le terrain. Et il y a des centres de vote où on a pris les gens sur la cour pour les mettre dans les bureaux de vote. Donc, on ne connaît pas la sensibilité politique de ces gens-là. Donc, à la fin du vote, ces gens-là, ils ont pris les PV, ils sont allés vendre, ils ont pris de l'argent. Je parle de Lomé. Dans plusieurs quartiers de Lomé, ce n'est pas qu'on a dit, moi j'étais là, dans plusieurs quartiers de Lomé, les gens ont été incapables de mettre les délégués dans les bureaux de vote. Dans plusieurs quartiers, personne ne peut me mentir sur ça. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire, on appelait les gens sur la cour, on a été nos bureaux de vote avant Nani, on a été nos bureaux de vote avant Nani. On ne connaît pas la sensibilité des gens. Et donc, à la fin du vote le soir, on appelle les gens pour récupérer les PV. On ne les retrouve pas. Les gens disparaissent. Les gens disparaissent. Donc, voilà la situation. Et dans ce cas-là, bon, chacun peut tirer les conclusions qu'il veut. Maintenant, je pense que le panel est ouvert. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi apporter leur propre expérience. Il y a Africa, il y a Maréchal, il y a Edissé, il y a Menace. Chacun peut apporter... Merci beaucoup, tonton Ferdinand. J'ai posé cette question-là parce que depuis un certain temps, il y a trop de choses qui se passent. Je pense que c'est une distraction. Hein. Je pense que j'attends d'abord. J'ai pas encore vu les leaders de ces partis politiques-là venir à visage découvert me dire que je me présente aux élections. Moi, j'attends ce jour-là. J'attends ces gens-là pour pouvoir mieux les dire ce que je pense personnellement. Parce que nous tous, on connaît la réalité du Togo. On connaît ce qui se passe tout le temps. Au Fiakwa, tout le temps, tous les années, tout le temps. C'est la même chose. Mais les gens viennent nous parler de quoi, de la révolution électorale, de quoi. C'est des confusions totales que j'ai pas envie d'entendre sur mon panel. Mais je suis très fière que vous avez éclairé tout ça là. Et avec tout ce que vous avez donné, je pense que tout le monde a eu sa réponse. Merci beaucoup, Romarison, et merci, Ferdinand. I digress. Merci beaucoup. Merci. Quand les gens, oui, une seconde, quand les gens parlent de révolution électorale, dans les années 90, Ferdinand l'a dit aujourd'hui, J.K. avait parlé de guérilla politique. Donc, en anglais, on appelle ça oxymoron. C'est comme on te dit que le soleil est donc le soleil est sombre. De guérilla politique.
Soit, lumière noire. c'est ça, on te dit que la lumière est noire. Ça n'a pas de sens. Quand on vous parle de révolution électorale, ça n'a pas de sens. Concernant le contexte dans lequel nous évoluons au Togo, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que les gens comprennent les choses. Maintenant, en ce qui concerne les affirmations, tu as dit que tu n'as pas encore vu les leaders eux-mêmes venir parler. Moi, j'ai fait le sens politique avec... Nous avons commencé le master avec 25 personnes. Dès le dernier semestre, on était 5 personnes. Donc, chaque fois qu'on est en pause, ça débat comme sur un terrain de guerre. Il y a un d'entre nous, il s'appelle Malte Engelmann. Vous pouvez Google ça, Malte Engelmann, avec 2 N à la fin. Vous pouvez aller sur Facebook ou bien Google, vous allez le voir. Il fait partie du parti de la chancelière Angela Merkel. Le monsieur là, dans une interview, il a utilisé un mot. Ce mot-là fait allusion à ce qui a été fait dans ce pays où on a déjà un peuple là, pendant 8 millions de ce peuple là. Quand il a utilisé ce mot-là, le parti s'est levé immédiatement. On a exclu le gars là de toutes les fonctions du parti jusqu'à nouvel ordre. Donc, quand il y a un sympathisant, un membre du parti, qui fait une affirmation qui ne correspond pas à ce que le parti dit, le parti sort un communiqué, on punit la personne et cela sert de leçon à tous les autres membres. C'est ce que moi je sais en sciences politiques, c'est ce que moi j'ai vécu en Allemagne. Voilà. Mais ça, maintenant, il y a Édicé qui voulait prendre la parole. Ensuite, on va donner la parole à notre Tu ne me donnes même pas la parole. Tu m'as invité, Moi-même, tu je me n'ai donnes pas encore parlé. non, oui, Africa, ok, sorry. Ok. Bon, Africa, j'ai moi, une je vais petite question. descendre. Donc, Peut-être demain, je vais revenir. Africa, donc je te laisse. Moi, je vais revenir demain si tu as un live. Non, si tu dois partir, parle d'abord. J'ai tout mon temps. Ok. Oui, je disais que j'ai participé à l'observation des élections de 2007, de 2010, de 2013 et de 2015 au Togo, sous la bannière de l'ONU. Donc, j'étais observateur des droits de l'homme de l'ONU, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et je coordonnais la région des Plateaux. En 2015, j'étais aux États-Unis, mais je suis allé et on a formé les observateurs pour les élections présidentielles de 2015. 2010, d'abord, j'étais à Tapamé en 2005. Donc, tout ce qui s'est passé, les fraudes électorales, tout ce qui s'est passé, j'ai été témoin auriculaire, oculaire et tangible. Donc, j'ai vécu tout ce qui s'est passé comme si c'était dans un film. Et tout ça, là, je l'ai ramassé dans mon roman qui va bientôt paraître. Et donc, tout ce que j'ai vu, tu comprends qu'il ne faut pas faire cadeau à Fort, ni à la secte RPT. C'est-à-dire que c'est une profession de foi pour eux qui ne vont jamais quitter le pouvoir. Et par tous les moyens. Quand je dis par tous les moyens, vraiment par tous les moyens, les moyens les plus obscurs qui soient, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Oui, mais vous dites que vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'observateur, monsieur? Donc moi, je donne juste un témoignage de ce que j'ai vu. Et donc, si des gens vont continuer par parler d'élections, surtout avec Fort Gnassingbé et la secte RPT, c'est que nous allons revenir toujours faire les mêmes débats. Fort sera encore là, il va partir et May va prendre le pouvoir, May va partir et puis quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est lancer une grande mobilisation générale de tout le peuple togolais, du nord au sud, c'est tout. La seule élection possible, c'est d'élire un grand mouvement qui va prendre tout le pays, qui va bloquer tout, c'est tout. À part ça, aucune autre élection ne peut faire bouger le régime en place. Je me rappelle en 2005, Abdoulaye Wade, Fort a demandé conseil à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade lui a dit, mais tu connais ton peuple. Ton peuple, il oublie vite. Tu as l'argent et tu as l'armée. Sacrifie quelques citoyens, les autres vont se replier. Quelques années après, les gens vont oublier que tu les as tués. Ils vont encore se rapprocher de toi, comme ton papa l'a fait. Donc, ce qui fait que
gagner fort et la secte RPT par des élections, peut-être que des extraterrestres sont venus nous aider. Dans ce cas, à part ça, je ne pense pas que même l'ONU ne pourra rien faire parce que déjà en 2005, avec toutes ces tueries, fort est encore là, l'ONU n'a rien fait. L'Union africaine, l'Union européenne et tout le reste, ils ont condamné d'une manière diplomatique et la vie continue. L'Union européenne a toujours financé fort et les autres institutions de Bretton Woods ont toujours financé fort, malgré qu'ils disent que c'est une dictature. Donc pour eux, ils sont dans un business avec fort et avec la secte RPT et le peuple est là à boire l'air. Donc je crois que ce qu'il faut faire, ce qu'il y a lieu de faire, plus que jamais, c'est de mobiliser le peuple. Et de mobiliser le peuple dans le sens comment je vais appeler ça, je ne sais pas s'il faut le dire, mais dans le sens d'une guérilla urbaine, où les gens seront déterminés à ne plus rentrer chez lui, à la maison, jusqu'à ce que le régime quitte. Et je sais, Ferdinand l'a dit, la seule peur de ce système-là, c'est le peuple. Et le peuple, s'il est organisé du nord au sud, de l'est à l'ouest, une petite semaine devra suffire pour que ces gens-là fuient le pays, même nus. Alors moi, mon engagement ici, c'est de trouver les moyens. Parce qu'on ne peut pas aussi non plus aller sans des moyens financiers. Il faut quand même avoir des moyens financiers pour préparer les gens, pour mobiliser le peuple. Et ceux qui vont faire le travail sur le terrain, qu'ils aient de quoi vivre pour rester dehors jusqu'à ce que le régime quitte, comme ils l'ont fait au Burkina et comme ils l'ont fait dans d'autres pays. Et quand on parle du printemps arabe en Afrique du Nord, c'est comme ça ils ont fait. Et donc, je me rappelle le professeur Kwakouvi, le professeur de philosophie Kwakouvi, il avait été interviewé à RFI une fois et on lui dit, mais vous êtes engagé politiquement, mais ça fait des années que le régime est là. Il dit, sa réponse c'est que nous avons tout essayé, sauf une guerre civile. Nous avons tout essayé au Togo pour que le régime la quitte. La seule chose qu'ils n'ont pas essayé, c'est une guerre civile. Je sais qu'on ne peut pas organiser une guerre civile, mais ce qu'on peut faire, c'est un refus catégorique des Togolais de voir encore ce régime au pouvoir. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Oui, descendez sur le terrain. Moi, je suis prêt. Dès que le peuple, dès qu'on mobilise bien, moi, je descends sur le terrain. Et nous allons tous descendre sur le terrain pour le faire. On n'a pas peur de descendre sur le terrain, monsieur. Monsieur Cheikh Zarifou. On n'a pas peur de descendre sur le terrain. Mais pour l'instant, nous allons mobiliser le terrain. Nous allons mobiliser tout le monde. Et une fois que on se rend compte, on ne peut pas mobiliser l'ensemble des Togolais. Mais si on mobilise le maximum, moi, avant de partir, je ferai une vidéo pour vous dire que je suis en train d'aller au Togo. Et que tous ceux qui veulent me suivre, qu'ils nous suivent. Et qu'on se retrouvera au Togo. Et vous verrez ce qui va se passer. C'est que nous avons peur. Merci. Et frère Edissé, je pense qu'il ne faut pas s'emporter par rapport à ces provocations. C'est des analphabètes politiques. Le terrain politique, ce n'est pas le territoire togolais. Le terrain politique va au-delà du territoire togolais. La preuve, nous sommes à l'extérieur, nous parlons, mais on impacte le territoire. On impacte le territoire togolais. Donc, ces gens-là, les gens qui ont bousculé récemment le terrain, les mots d'ordre sont venus de l'extérieur. Ce pas des mots d'ordre qui sont venus sur le terrain. Donc, il faut laisser ces ignorants-là, des gens qui ne comprennent rien, qui viennent provoquer dans les lives, quoi. Donc, il faut qu'on continue tranquillement notre live, quoi. Il ne faut pas répondre à ces gens-là. Merci. Je retourne la parole à Africa. Moi, je vais descendre et on se repince dans le week-end. Edith, il ne faut pas oublier ce qu'on avait dit. Alors, oui, ce qu'il faut faire, c'est renverser la table. Je suis peut-être celui-là que les gens n'aiment pas par rapport à la voix, mais je garde ma posture. Je garde en fait ma vision parce que
lorsque vous êtes un transhumant politique, lorsque vous êtes un péripatéticien politique, lorsque vous devenez en fait une girouette politique, vous serez illisible vis-à-vis de la population. Merci à Romarickson, à Ferdinand et à Légende pour la présentation. Vous voyez, tout à l'heure, Ferdinand parlant, il a dit quoi? Nous avons, en 2005, Edem Kodo qui est arrivé comme premier ministre de Faure Gnassingbé. Et puis nous avons, juste après les APG, accords politiques global, on a eu Agboibo qui a succédé. Et juste en 2010, au moment où on préparait les choses, on a eu les accords avec Sylvanus Olympio. Et je vous dis que cette fois-ci, il n'y aura plus d'escalier. Kakawava Globa mérite gagner l'escalier. Je vous le répète encore, il n'y aura plus d'escalier. Kakawava Globa Amédée va gagner l'escalier. Et c'est ce que les jeunes sont en train de prouver. Mitimi, parce que vous n'allez pas continuer à vous amuser avec les Togolais. Depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, le clan Olympio a mangé avec Eyadema. Le clan Guniski a succédé, le clan Guniski a mangé avec Eyadema. Et ils sont en train de continuer la sorte. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Pour ma part, lorsqu'on parle des élections, surtout dans le cas je peux dire dans l'environnement africain et précisément togolais, pour ma part, c'est une escroquerie intellectuelle. Et je m'en vais le prouver. Je vais juste faire une digression de près d'une ou 2 minutes. Comment est-ce que nous avons accueilli la démocratie, comme le disait Ninevi, démocratie d'abord, multipartisme, ensuite. Et les gens n'ont pas compris. La démocratie que nous avons héritée en Afrique, que ce soit au Togo, au Mali, un peu partout, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie qu'on a installé en Afrique pour mieux divertir les Africains. Parce qu'on n'a pas la même démocratie que eux, ceux-mêmes qui nous ont ramené la démocratie, on n'a pas la même démocratie. Ce jouet qu'on nous a amené est venu de la prise de conscience des Occidentaux qui ont compris qu'après juste la guerre froide, où en ce moment, les Occidentaux amenaient de la nourriture et en retour repartaient avec nos matières premières, et qu'il y a eu en fait ce que nous appelons les programmes d'ajustement structurel, les PAS. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le plan Marshall n'arrivait plus à suivre l'argent, puisqu'il y avait eu ce qu'on appelait les éléphants blancs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Avec Olefi Amo, à Mesoubo, je ne suis pas en train d'inventer l'eau chaude. Donc, avec ce que nous appelons les éléphants blancs, ça a permis à ces Occidentaux, en fait, d'asseoir leur hégémonie sur nos pays africains. Et en retour, on était dans l'assistanat total. Donc, avec le choc pétrolier et pétrolifère de 1973 et 1979, on a vu arriver au pouvoir en Afrique des visionnaires. Ce ne sont plus des sergents, des lieutenants qui, sur un coup de tête, révoltés, faisaient un coup d'État. C'était des gens qui avaient des plans dans la tête. À commencer par Jerry John Rawlings, qui est arrivé au pouvoir sous le bénéfice de 3 coups d'État avant d'arriver au pouvoir. Puis s'en est suivi, on peut parler de Sankara et de Maïna Sarri. À partir de ce moment, on a compris que, mais tiens, ce sont des dirigeants révolutionnaires qui arrivaient. Et si nous ne faisons pas attention, on la poêle au Dangbenami, c'est ça que les Occidentaux ont pensé. Et à partir de ce moment, par, je peux dire, le bénéfice de la chute du mur de Berlin, avec le vent de l'Est, des pays de l'Est, on a vu arriver, on va soit les Africains. Juste parce que au School Vidéa, on te prend, on vient à Paris ici, on te fait une formation de 2 jours, on te ramène et tu es devenu opposant. C'est comme cela
qu'au lieu d'asseoir la démocratie dans nos pays, on nous a apporté l'ethnocratie. Et vous allez voir, les Kotokoli se sont retrouvés avec Zarif Ouaïeva, Djobo Boukari, les gens de l'AV se sont retrouvés avec Edem Kodjo, les gens, les Wati se sont retrouvés avec Agbo Ibo, les Ninenyo, Tenkler, et parti Tenkler, Amputato, ils se sont retrouvés avec l'UFC. Ce n'était pas la démocratie, c'était l'ethnocratie. Et dans ce truc-là, comment on peut s'en sortir? Parce que Ahmed Kontogbo est le point culminant de ce que je suis en train de vous raconter, c'est Edem Kodjo. C'est Edem Kodjo qui a écrit, je parle sous le couvert je parle sous le couvert de Ferdinand et de Omle Tepewa. Et de tout le même dit, Edem Kodjo qui a écrit le livre vert du RPT, du jour au lendemain, il est devenu opposant à ce même parti qu'il a, je peux dire, aidé à construire. Et quoi, Milan Togovio jusqu'à quand? Actuellement, vous êtes là à nous parler d'élections dans ce moment-là. Les élections, comme je le disais, parce que nous avons les Keyemi hérité, démocratie à la meilleure guarde, parlons déjà des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs, c'est un business des entreprises françaises et européennes. Pourquoi est-ce que Ameko Miami hérité démocratie à l'air ou son carte d'identité sont dans l'accord? Il faille nous faire des cartes d'électeurs avec des machines qui n'appartiennent pas au Togo, ou quelquefois on loue ces machines à ces entreprises-là, et on est là, on est content que nous sommes en train d'administrer, de gérer un pays, les possibles. Et ces politiques-là, ces partis politiques-là, nous, en 80, légende, en parlant des élections, on n'a pas parlé des modes de scrutin. Parce que on vous a apporté les proportionnels, vous avez Mitiko Djemeglo. Vous n'arrivez même pas à lire en fait le jeu du parti au pouvoir et c'est vous qui courez élection, élection, élection. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que Sylvain Elim Piobe, Ameko Tiagbea, on va payer au bout. Gris qui va Ameko Tiagbea, on va payer au bout. Mi ben mi aocha mi atoma mi mabion. Mi abedio actuellement wa troni forbe et mi a Has et Agba et le clan de Fort. Et donc vous aussi se sentant trop vieux ou bien peut-être n'ayant plus d'alternative, il faut forcément aussi y aller. Non mais vous vous trompez, ce ne sera pas avec nous. En 2005, et je vais le préciser, en 2005, à Meko, j'ai eu des amis très proches, très intimes, avec lesquels, et c'est Mtonamia Domeori, mais qui est fort avec l'assassinat des Togolais. Mbé et Bekoudo sont, moi je ne vais pas accepter qu'il participe aux élections. Oh mais non, c'est un jeune, il faut le laisser, donnons la chance à ce jeune-là, en plus, et Yusukoulou. Même les partis politiques ont eu à dire ça. Même les partis politiques ont eu à dire ça. Et vous voulez qu'on continue de la sorte. Renversons la table. Je finis par là. Renversons la table parce que avec Emile Legbea, il n'y a pas de CENI dans les pays que oui, bon, la démocratie à l'ori. Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas d'institutions fortes. Parce que si on avait des institutions fortes et il y a un développement qui est Ferdinand Oué actuellement, où le ministère de l'Intérieur s'ingère, parce que d'abord, à la tête du ministère de l'Intérieur, il y a quelqu'un de partisan. Les fonctionnaires ne font pas leur travail parce que, oui, à la tête d'un ministère, il peut y avoir un partisan, mais les fonctionnaires, en faisant leur travail, vont dire le droit, vont dire la vérité. Donc, contribuons à ériger, à faire de notre État une érection nation à telle enseigne que
actuellement, avec la vacance du pouvoir, il peut avoir en fait la continuité de l'État parce que les fonctionnaires sont vraiment des gens avec une probité morale pas possible. On ne peut pas, dans ce cas d'espèce, parler d'élection, mais le possible. Et quelquefois, j'entends des gens qui voient à mon pays, il y a doctorat, il y a professorat, et ce sont ces mêmes personnes qui... Bon, je mute mon micro en attendant parce que j'ai beaucoup à dire. Oui, et bonsoir, monsieur Romarickson. Monsieur Romarickson, je voudrais faire très vite. Menace qui est là. Il y avait menace. Il y a... Vous voulez que je laisse parler menace, monsieur Non, Ferdinand? non, allez-y, 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 il n'y a pas de souci. Merci. C'est très gentil. Bah, soyez salué, monsieur Ferdinand. Et Black, tout le... Black, et- oui, monsieur Black. Oui. et tout le panel. Bah, écoutez, moi, je ne suis pas connu pour pratiquer la langue de bois, encore moins la wiwécratie. J'ai une sainte horreur de ça. Alors, je voudrais dire ceci. Les partis politiques couscous, hein, comme je les appelle, sont tous des auxiliaires du système établi. Donc, partant de ce postulat, ils sont tous caducs et frappés de caducité. Voilà. Parce que tout ceci, ce sont à connotation communautaire, et à ce que je sache, le Togo est une indivisible. Donc moi, j'en ai soupé de ces histoires. Et encore, preuve en est, la plupart sont là depuis 20 ans, donc refusent obstinément la transmission intergénérationnelle. Alors le constat est simple. Parangon est clair comme l'eau de roche. Tout ceci, les Togolais n'en veulent plus et veulent balayer tout ça des revers de là-bas. Il faut être assez totalement daltonien et ou binoglar pour pas comprendre ceci en 2026. Monsieur, je vous assure sincèrement, pensiez-vous pas un seul instant, monsieur Haïté, que pour sortir le Togo de l'ornière, question fermée, hein, s'il vous plaît, que sortir le Togo de l'ornière, étant donné que tous ces hommes ont failli terriblement, que ce côté providentiel dont nous souhaitons tous de nos voeux doit passer par une femme. Merci. Monsieur Romarickson, votre micro. Nous n'avons pas bien saisi la question, monsieur Blackstar. Pouvez-vous la reposer, s'il vous plaît? Pourtant, ma question, elle est simple comme l'eau de roche et claire et limpide, puisque je ne pratique pas la langue de bois. Donc, je reprends la question. Monsieur Haïté, pensiez-vous pas avec tout ce que nous sommes en train de dire et le fait que l'homme togolais a failli terriblement parce que, visiblement, ce sont les hommes qui mènent cette barque vers l'abîme abyssal? Vous ne pensiez pas que c'est une femme qui sortira le Togo de l'ornière, à l'instar de Mme Sorli Johnson, en l'instar de la présidente namibienne? Merci. Non, mais moi, je ne suis pas un devin pour imaginer si ce serait un homme ou une femme, mais je pense que c'est des patriotes. C'est une action collective qui nous amènera à tourner la page de ce système-là. Et ce système-là, on peut tourner la page de plusieurs manières. Il ne faut pas penser que, et là je vais toucher un point sensible, que nous sommes les seuls à vouloir que le système s'en aille. Vous savez, la nature des régimes comme le nôtre, la nature du régime togolais, c'est des systèmes qui portent en leur propre sein les germes de leur propre destruction, en fait. Et les régimes de cette nature portent en leur propre sein les germes de leur propre destruction. Parce que le dictateur ou celui qui tient le système, c'est quelqu'un qui fait des dégâts à l'intérieur même du système, de plusieurs manières. Et donc, qui s'attire même la foudre de ses propres collaborateurs, soit parce qu'il envoie certains en prison, soit parce qu'il y a des problèmes des femmes qui les lient, soit parce qu'il y a tel problème. Et donc, les gens en ont sur le cœur, mais attendent aussi la bonne heure pour exprimer leur ras-le-bol. Et quand je prends par exemple l'exemple du Burkina, où j'ai été, par exemple,
le système de Blaise Compaoré a commencé par s'affaiblir quand le clan incarné par Salif Diallo, et Roch Kaboré et celui qui a été maire de Ouaga, Compaoré, ont fait défection. C'est quand ils ont commencé par faire défection. C'est vrai que des gens ont commencé par dire oui, c'est une tempête dans un verre d'eau, mais c'est cette défection-là qui a commencé par affaiblir le système. Donc, de mon point de vue, et je le crois fermement, c'est une convergence d'action à la fois venant de nous et peut-être de quelques individus illuminés à l'intérieur du système qui pour le moment ne peuvent pas s'afficher parce que le risque est assez grand pour eux, qui finira par faire tomber le système. Continuons pas à travailler. C'est vrai que c'était une question fermée, mais j'ai dû faire une petite dissertation. Je m'en excuse. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Écoutez, Monsieur Ferdinand, merci. Il n'y a plus qu'à vous dire courage et abnégation. J'ai fait exprès d'introduire cette question succincte, simple comme bonjour, parce que je pars du postulat que si vous prenez la population togolaise, évidemment, les filles sont plus nombreuses que nous. Si nous parlons de la démocratie participative réellement, évidemment, les jeunes sont plus nombreux, à plus de 80%. Donc, la voix de la femme compte pour la simple bonne raison que c'est elle qui est devant le monument de l'indépendance. Donc, il faudrait armer le mental de la femme togolaise à ce qu'elle prend le devant. Et je puis vous assurer que quand les filles prennent le devant avec des gosses, quand ça commence à tomber, ah bah c'est haro et partout dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous souhaite tous une très bonne discussion et positive à vous, Monsieur Ferdinand. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Black Star Line. Je pense que c'est Menas qui a la parole maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Ferdinand a été un homme d'État. Bonsoir la légende, Romarison, Guépard, les Be Careful, monsieur Kokou, Agboleka. Bonsoir à tous ceux qui sont aussi dans les commentaires et tout. Voilà. Ok. Je pense que ce soir, nous parlons des élections, voir sur l'importance. Monsieur Félix, fermez votre micro. Monsieur Félix Aka qui venait de monter, fermez votre micro. Sur l'importance des élections dans ce que nous sommes en train de faire, si les élections aujourd'hui peuvent nous faire sortir de l'ornière dans ce que nous sommes aujourd'hui au Togo. Bon, si aujourd'hui la classe politique veut parler encore des élections, moi personnellement, je pense qu'ils sont juste de mauvaise foi. Parce que depuis fort longtemps, ils ont eu à parler des élections, notamment sur les questions de réforme et tout. Jusqu'à présent, malgré toutes les batailles qu'ils ont fait, ils n'ont pas gagné grand-chose en ce qui concerne les réformes électorales. Notamment, je me rappelle très bien de l'histoire en 99, lorsque Eyadema n'avait plus d'issue, ils sont partis signer les 22 engagements avec l'Union européenne. Et dans ces 22 engagements, ils avaient aussi parlé des réformes institutionnelles et constitutionnelles et les réformes électorales et tout, à savoir la reformation de la CENI. Donc, malheureusement ou heureusement, en 2005, Eyadema n'est plus. Au lieu de si, même normalement, ils veulent participer à une élection qui serait crédible, consensuelle, qui serait transparente et tout, ils doivent plutôt se batailler sur ces réformes-là. Mais ils ont eu confiance au peuple et tout, compte tenu de leur coalition, comme quoi à partir de là, ils peuvent renverser la tendance. Et on a vu tout ce qui s'est passé. Cette même classe politique dite de l'opposition, en 2006, est partie au Burkina pour faire un dialogue et tout qui a été présidé par Blaise Compaoré. Et après ces dialogues, ils sont revenus signer l'APG à Lomé. Et d'après les recommandations de l'APG aussi, on a parlé des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ce qui a été déjà prévu en 2004, avec ce que Faure et Eyadema a signé avec l'Union européenne et qui n'a pas été fait. Ils ont reparlé de ces réformes
constitutionnelle et institutionnelle là, ainsi que le mode de scrutin, la reformation de la CENI en 2006. On a vu ce qui s'est passé, ça n'a pas été fait normalement comme cela devait être. Mais pourtant, l'opposition a encore participé à d'autres élections. Après, on a connu des élections, à un moment donné, l'opposition qui avait réclamé comme quoi, sans réforme, pas d'élection, nanani, nanana, si on ne revoit pas la liste électorale, il n'y aura pas d'élection, si on ne revoit pas la CENI, il n'y aura pas d'élection. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces problèmes existent. Il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu de changement. Moi, je ne vois même pas pourquoi cette classe politique dite de l'opposition va encore parler des élections dans les conditions qu'ils avaient connues depuis 1999. Je ne veux pas aller encore plus loin jusqu'en 98, 93 et autres. Ils n'avaient rien gagné. Il n'y avait pas de réforme. Le régime en place n'avait pas fait de réforme concernant tous ces points, à savoir le fichier électoral, la CENI, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le Sénat et tout. C'est-à-dire que tout l'appareil qui organise les élections, l'opposition n'avait pas de force là-bas. Je vais me permettre de rentrer un peu dans les détails pour montrer aux Togolais qu'aujourd'hui, cette question d'élection n'est plus à l'ordre du jour. Si nous osons rentrer sur ce terrain avec ce régime encore, nous allons vivre ce que nous avons connu pendant des années. Parlons de fichier électoral. Déjà en 2023, en 2022, l'opposition dénonçait le fichier électoral et tout. Et jusqu'en 2023, ils avaient fait venir l'OIF. Et d'après le rapport de l'OIF, ils ont constaté 4,2 millions d'électeurs inscrits. Et dans ces 4,2 millions d'électeurs-là, ils avaient constaté 91 000 doublons. 91 000 doublons. Et la CENI n'avait pas travaillé sur ce fichier électoral pour évacuer les doublons, pour rendre le fichier électoral consensuel et autres là. La CENI n'avait rien fait à propos. Et voire même maintenant la composition de cette CENI. Cette CENI qui est chargée d'organiser les élections et qui devait être indépendante, cette CENI est totalement à la sorte du régime. La CENI est composée de 17 membres. Cette CENI est composée de 17 membres, 7 membres de la majorité parlementaire. Nous savons aujourd'hui la composition de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est composée de 113 députés de UNI et 5 députés de l'opposition. C'est-à-dire que les 7 représentants de la majorité parlementaire, déjà au niveau de la CENI, viennent de UNI. On nous dit également que l'opposition parlementaire va représenter 4 membres au niveau de la CENI. Voyons voir les sièges de l'opposition parlementaire au niveau de la CENI. Nous savons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous savons que ANC a un membre qui ne siège pas d'ailleurs, la FDR qui a un membre, DMP qui a un membre et ADI qui a 2 membres. Donc, les 4 membres au niveau de l'opposition parlementaire qui doit siéger à la CENI, ça cause aussi déjà un problème au sein même de cette classe même politique dite de l'opposition. Et au niveau de ces 17 membres qui doivent siéger à la CENI, il y a 3 oppositions extra-parlementaires et il y a 2 représentants de la société civile et un représentant de l'administration. C'est-à-dire que parmi les 17 membres qui doivent siéger normalement à la CENI, au moins 15, je dis au moins 15, si, pour ne pas être trop prétentieux, 15 membres sont directement au niveau de UNIR. 15 directement sont alliés à UNIR. Ça déjà, cet appareil qui est chargé d'organiser les élections, l'appareil même est déjà vicié, l'appareil même n'est pas consensuel, l'appareil même ne nous donne pas confiance comme quoi
il peut organiser une élection qui sera équitable, crédible et transparente pour nous. Après la CENI, il y a autre chose. C'est la Cour constitutionnelle qui est chargée. S'il te plaît, Menas, est-ce que je peux apporter une précision, s'il vous plaît? Merci. Sur le cas de la CENI, moi, je connais des gens qui ont fait la CENI, qui étaient du côté de l'opposition, mais qui ont validé les élections frauduleuses parce que le parti de l'opposition qui était supposé gagnant était leur concurrent. Je ne sais pas si vous... Écoutez bien, écoutez bien. Je connais des gens qui ont fait la CENI, qui ont validé les élections frauduleuses parce que ce n'est pas leur parti qui a gagné les élections. Et donc, qui étaient du côté de RPT Unir. Et en retour, les gens ont eu de l'argent. J'en connais. Cette histoire de CENI, c'est aussi un business au niveau de l'opposition. Et quand le moment vient de choisir ceux qui doivent aller à la CENI parce qu'il y a des avantages, il y a de l'argent, il y a des... Je ne parle même pas des Colani. Colani, c'est PDR, c'est trop loin. Je connais des gens. Des gens, on se retrouvait même à table auprès de certains amis. Je dis, mais pourquoi vous avez laissé passer? Je dis, non, mais nous, on va laisser passer, vous allez gagner. Et donc, les gens ont eu de l'argent. Les gens s'en sont sortis avec beaucoup de trucs. Donc, cette histoire de CENI là, si on s'assoit ici, vous expliquez comment est-ce que ça se passe à la CENI, comment est-ce que le pouvoir reconditionne les gens, comment est-ce que le pouvoir donne des moyens aux gens pour fermer les yeux sur les élections frauduleuses alors qu'ils sont censés venir de l'opposition. Comment est-ce que des gens censés venir de la société civile ont été retournés par le régime une fois installés à la CENI pour valider les élections? Vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, c'est quelque chose d'abominable. C'est-à-dire, le pouvoir, Romarisson l'a dit, les autres sont en train de le dire, a tellement de leviers pour tirer tout ce qui se passe à son avantage que on ne sait pas. Si tout à l'heure, quand Menace va finir, les gens peuvent nous descendre les chiffres des élections de 2010 jusqu'à 2020. Vous allez voir comment est-ce que les partis qui ont pris part à ces élections, qui sont des grands partis de l'opposition, ont eu des scores dégressifs. C'est-à-dire, on vous donne 33%, après on vous donne 33%, après on vous donne 20%, après on vous donne 5%. C'est-à-dire, si vous participez aux élections et que vous dégringolez chaque 5 ans en score, à quel moment vous allez remonter la pente pour pouvoir renverser la tendance un jour? Parce qu'entre-temps, la population aussi se lasse d'aller voter pour les mêmes personnes sans résultat. Et les gens se désintéressent même des élections. Aux dernières élections, on a vu le taux de participation qui était totalement bas parce que les gens se sont dit, élection, ça ne va rien donner. Et donc, c'est ça, c'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre dans l'analyse pour comprendre tout ce qui est en train de nous arriver et savoir que dès que vous parlez d'élection, le pouvoir est en train de danser. Parce que c'est leur terrain favori. Ils vont dire, ça va se passer comme ça. Excuse-moi, Menace. Non. Non, Minchika. Et de ce que Menace a dit jusqu'à présent, nous pouvons retenir au moins deux choses. Première chose, les gens qui se disent opposants, qui disent qu'ils représentent le peuple togolais, qui veut le changement, ils sont allés chez le dictateur Blaise Compaoré, un dictateur qui était irrégulièrement au pouvoir. Ils sont allés chez lui pour négocier. Au Québec, il a dit démocratie. Au Québec, avec la négociation, il y a un dictateur. Avec le numéro de un dictateur. Donc, les deux sont liés par la même chose. Miyamuango, il y a la négociation. Et nous verrons, et les gens de le Togo le Founois, quel est au dôme, on va quoi fichier électoral là. L'opposition a dit, le fichier électoral est vicié, c'est-à-dire il est irrégulier, mais consensuel. Et comment tu veux quoi fichier national à la mer? On peut mettre doublon sur bon fichier électoral là, elle est faux. Malgré 91 000 doublons. C'est ça. Malgré ça, il y a d'accord, côté régime, il y a d'accord. Et vous pensez que les gens là pensent au peuple? Comment est-ce qu'un fichier électoral peut être illégitime, illégal, comment peut être vicié, peut être irrégulier, mais les gens qui se disent opposants acceptent d'aller aux élections se basant sur un tel fichier électoral. Et vous pensez que ces élections vont libérer votre pays, le Togo? Même 800 d'accord. Merci beaucoup. Élection hégémonique, ça veut dire
Les gens, pluralisme de cherchent, façade. et les gens Voilà. cherchent-nous les chiffres de 2005 jusqu'en 2020. Comment est-ce que ça a été dégressif? Les scores que le régime a donnés aux opposants, et vous allez voir comment est-ce que ça a été dégressif. C'est une Effectivement. manière de tuer les partis politiques. Ok. Et je vais ajouter aussi ceci. M'a expliqué côté doublon, hein, ni amoua sende gome. Parce que j'ai l'impression comme si les gens qui font la campagne des élections et autres là, on peut les sende au gomo quoi. Au Bénin, fichier électoral là, 91 000 doublons, déjà, il est dit, voilà, mignade que y régime moi et fonctionner nado. 91 000 doublons, hein, ce qui veut dire que bébé, ne amon tochanum dava bourré urne tochan déjà wa. Odo en quelque sorte, odo au moins 90 000 déjà d'électeurs qui sont acquis pour eux. Des électeurs fictifs, 90 000 au moins déjà qui sont acquis pour eux. Puis il y a 90 000 ans qui sont les électeurs fictifs, plus les électeurs vrais même encore, qui fait 90 000. Ça fait 90 000 fois 2. Ce qui veut dire que, doublons, balo que les fous, à moi, on les donne 1 800 000 en attendant qu'elle les garanties nawa. On les donne au moins 1 800 000 qu'elle les garanties nawa. Ne doublons, au moins évacuer doublons, ou autorer couler doublons. Et je vais encore ajouter ceci. En 2013, Monsieur Nathanaël Olympio, il avait estimé les doublons même au-delà de 91 000 hein, en 2013. C'est son frère, l'informaticien. Oui. Ils avaient estimé Alberto. plus de 91 000 doublons. D'accord? Et on va l'aider. Mikele Pomposo Seni Inti. Obe Seni a dado 17 membres. D'accord? Voir. Rien toi déjà que les deux majorités parlementaires, il y a da choisi 7 zérikalemi. Il y a da 7 zérikalemi. Ne sont 7, elle est 10. Opposition parlementaire, là, sort 4. Opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire que parti que ouais, on les siéger les assemblées, on la sort 3. Société civile 2. Administration 1. Et quand même, c'est ni que nous avons organisé élection en tant que nous avons unir tout ni CENI. C'est pourquoi je disais que sur les 17 membres de la CENI, au moins 15 déjà sont à la solde de UNI. Je pèse bien mes mots. Ça veut dire que parmi les membres qui siègent de la CENI, même au niveau de l'opposition, parmi eux, il y a des gens qui sont à la solde de UNI. Et M. Ferdinand a expliqué, il dit, d'autres détails, on va bébé. Chiffre, on va. M'a terminé, les gens, on m'a terminé. Merci. Et on est les deux côtés. Si il y a nos d'accord avoqués qui ont, on a CENI a un résultat provisoire. D'accord? Ameko va valider le résultat du cours constitutionnel. Je peux me tromper, hein? Cours constitutionnel. C'est ça. Et la Cour constitutionnelle aussi est composée de 9 membres. On va citer la composition de la Cour constitutionnelle. 2 membres désignés par le PC. Minon notez-le, 2 membres désignés par le PC. 2 élus par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les 2 désignés par le PC est déjà du côté de UNIR. Les 2 élus par l'Assemblée nationale. Comme au niveau de l'Assemblée nationale, c'est UNIR aussi qui est majoritaire. Sur 113 députés, ils ont déjà 108 députés. Ils vont encore désigner 2 membres là-bas. Ça fait déjà 4 au niveau de la Cour constitutionnelle. 2 élus par le Sénat. Mais quelle est la majorité le Sénat? Même dans le Sénat actuel, le PC a déjà désigné 20 membres, 20 sénateurs automatiquement garantis pour lui. Mais il n'y a que l'élection sur les autres sénateurs, UNI a déjà gagné 34. Plus les 20 là, ça fait combien? 54.
et 7 pour les autres. C'est-à-dire que les 2 élus par la Sénat aussi sont automatiquement à la sorte de UNI. Il n'y a même pas match là-bas. Sur les 9 membres, nous voyons déjà que 6 sont déjà à la sorte de UNI. On y va. On dit encore un magistrat élu par le Conseil suprême de la magistrature. Oh, les blancs justice, mais il y a justice actuellement, mais qu'est-ce que Watoke Beni, ça nous fait combien? Ça fait 7 sur les 9 membres de la Cour constitutionnelle. On y va. Owabe, un enseignant-chercheur en droit universitaire. Et lui, enseignant-chercheur pour les universités à l'Efunko et Towa, ni soit encore Glonso, 5e République en Dio. Nous, qu'est-ce que Glonso en Dio? Ce qui veut dire que Benoît Watoke est pour finir un avocat élu par ses pairs. Disons que parmi les 9 membres de la Cour constitutionnelle, qui se chargera de proclamer le résultat final des élections, au moins encore 8 sont du côté de UNI. 8 sont du côté de UNI. Et nous, quelqu'un les à voir. C'est que, c'est oui, non, c'est pas possible quoi. Mais ben, il avait d'accord. Nimitrova découpage électoral. Vous savez ce qui s'est passé? Découpage électoral. Ces élections. Découpage à dire. Dans tes gars là, il découpage à dire. Parce que ça fait 2 choses. Pour pas que je perde le fil aussi dans mes chiffres ici. Et nous, élection présidentielle, juin 98, Jécris Olympio, les opposants, il y avait Jécris Olympio et Yaovi Agboibo. Jécris Olympio avait 34,18%. Yaovi Agboibo, 9,56%. Élection présidentielle, 1er juin 2003. Eyadema avait 57%. Emmanuel Bob Akitani, la coalition de l'opposition, a eu 33,69%. De 34, ils sont passés à 33. Zarefo Ayeva a eu 4,99%. En avril 2005, Emmanuel Bob Akitani a eu 38,19% contre 60,15%. C'est grave quand même. Et en mars 2010, Jean-Pierre Fabre a eu 33,93% contre 2,96% de Yaovi Agboibo. En avril 2015, Jean-Pierre Fabre a eu 35% contre 58% de Fogna Singbe et Chassona Traoré a eu 0,96%. En février 2020, Agbeome Kodjo a eu 18,60%. ANC de Jean-Pierre Fabre a eu 4,71%. C'est grave. Élection législative, quand on va venir aux législatives, c'est encore plus grave que ça. Il y avait le siège RPT 72, RSDD 3, indépendant 6. Il y a eu le boycott, ça c'était en 2002, législative octobre 2002. Il y a eu le boycott des principaux partis d'opposition. Élection législative du 14 octobre 2007. RPT a eu 50 sièges, UFC en a eu 27, le CAR en a eu 4. Élection législative du 25 juillet 2013. UNIR a eu 62 sièges. Le collectif Sauvons le Togo a eu 19 sièges. La coalition Arc-en-Ciel a eu 6 sièges et UFC a eu 3. C'est grave. Élection législative d'avril 2024. Il y avait 113 sièges en jeu. Non, du 20 décembre 2018 d'abord, excusez-moi. Il y avait 91 sièges en jeu. UNIR en a eu 59. UFC en a eu 7. Le NET a eu 3. MPDD en a eu 2. Les indépendants et autres se sont partagés le reste.
Les élections législatives d'avril 2024, récemment, 113 sièges. UNIR en a eu 108. ADI en a eu 2. ANC en a eu 1. DMP en a eu 1. FDA en a eu 1. Et dégression. Élection municipale, il y avait toi dire. C'est encore plus grave. 30 juin 2019. Siège UNIR 895. L'ANC en a eu que 134. La coalition C14 en a eu 131. Le CAR en a eu 44. L'UFC 42. Et les indépendants se sont partagés le reste. Il y avait à ce moment-là 1527 sièges de conseillers. Élection municipale de juillet 2025. Et ça, c'est encore plus grave. Ça, c'est le récent, là. Même le pas chiffre exact. Là, il y a comme une bouillabaisse, là. L'algorithme est en train de bugger sur les élections municipales de 2025. Il y avait 1527 sièges de conseil dans 117 communes. J'ai eu une participation officielle de 55,02%. Répartition des sièges, écoutez, UNIR, parti au pouvoir, 1150 sièges. ANC, Alliance nationale pour le changement, 51 sièges. Après ça, j'ai plus rien du tout. Voilà dans quoi nous sommes. Effectivement, Ferdinand, c'est ridiculisant, quoi. C'est dégressif. Je veux finir avec le découpage électoral. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, la légende. Merci beaucoup, les gens. Ouais. Le problème pour finir, c'est le découpage électoral. Moi, je me pose la question de savoir, quand les gens parlent des élections, ils parlent même de quelle élection? Parce que à l'heure actuelle, selon la constitution que Faure Gnassingbé nous a, veut nous faire avaler, veut nous faire gober, il n'y a plus des élections présidentielles. Il y a élection kayo leyo. Hein? Élection kayo leyo. L'émission dernière élection à quoi? Une élection kantoma, là. Communal. Non, pas communale, avant les communales là. Élection législative. Mais ça, élection législative, le découpage électoral même ne leur permet pas de remporter la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Miracle, sur les 108 députés, sur les 5 députés de l'opposition, entre guillemets, hein, de l'opposition, parce qu'il y a certains là-bas, ils ne sont pas de l'opposition. Les 113 députés de UNI à part, ANC qui a un député au niveau du Golfe, FDR qui a un député au niveau du Golfe, DMP qui a un député au niveau du Golfe. Maintenant, la question est de savoir, et les autres circonscriptions, FDR des cas, et il y a d'autres députés AMV, des cas les Tandouari, des cas les Daï. Tous les autres aujourd'hui qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont leurs députés au niveau du Golfe. C'est Adi qui a Tandouari. C'est Adi qui a Tandouari. Oui, Adi. Ah oui, Adi qui a 2 députés, exactement. Adi qui a 2 députés, Adi de Aimé Gogé, 2 députés, un à Tandouari et un à Daï. Et tous les autres, ANC, un député Golfe, FDR, un député Golfe, DMP, un député Golfe. Fifia, Uni Riadi, il n'y a pas fait que Uni Rome député au Patalia. Je vais vous montrer ça. Togotola Sénégomé. Parce que dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le problème est que les gens, il y a certains ne comprennent. Si tu permets, Menace, oui. C'est ce que nous sommes en train de dire et ils ne comprennent pas. En géopolitique, lorsque
nous allons vers en fait l'administration en termes de décentralisation et de consolidation enfin, des structures étatiques, il y a ce qu'on appelle le découpage politique qui est politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous prenez le découpage politique actuel du Togo, je l'avais fait entre-temps sur mon ancien ordinateur, vous allez voir que vous avez des superficies où il n'y a personne. Mais ces découpages-là ont plus de députés dans leur circonscription que des zones peuplées qui ont moins de députés. Exactement. C'est pourquoi? Parce que ce sont des zones qui sont censées être acquises en fait au pouvoir en place. Vous voyez? C'est-à-dire que maintenant, Enoi Mounion, Yemile Blombena de Mounion, renversons la table à des. Nimia trop Toumiabedou avec une constituante qui va dégager vraiment les axes pour développer, pour construire le pays, pour consolider en termes de constitution ce pays. Mibe awo gbegble atokeli aye kwe Georgina yola we. C'est pitoyable. Je te laisse continuer, Menace. Menace, il y avait une élection, je pense que c'est en 2012 ou en 2013, élection législative. L'opposition réunie avait plus de 1 200 000 voix. Le RPT avait à peine 900 000 voix. Mais avec ces chiffres, l'opposition qui a gagné largement, mais c'est le RPT qui avait plus de députés. Remporter plus de sièges. Remporter plus de sièges, c'est ça. C'est ça. Ce sont les anomalies du découpage, ça. Ce sont les anomalies du découpage. C'est le découpage électoral. Le découpage électoral même ne reflète pas l'aspect géographique et démographique du pays. Nibikbo, lui a Agouanive, uni, Golfe, uni, Anier, uni, Esmono, uni, Tchaoudjo, uni, Blita, uni, Vaux même, hein, uni, Yoto même, uni, Tchaoudjo, uni, Pele, uni, Sotobois, uni, Amou, uni, Wawa, uni, Zio, je dis Zio aussi, uni, Ogu, uni, Haho, uni, Sotobois, uni, Wawa, uni, Tsamba, uni, Blita, uni, Danyi, uni, Bina, uni, Penjal, uni, Dufegu, uni, Ave, uni, Asoli, uni, Ogu, uni, Pele, Bago unir. Tous ces endroits-là, ça a été un bourrage à une échelle industrielle. Par exemple, quand tu prends le Vaud, l'ancienne Premier ministre, elle a organisé les équipes autour des chefs traditionnels. Vous savez que les chefs traditionnels aussi participent au bourrage des urnes. Et vous savez comment les chefs traditionnels sont choisis au Togo. D'abord, c'est la chefferie traditionnelle, c'est une invention du colon. Et donc, les pouvoirs qui ont suivi sont allés dans ce sens-là. Et donc, les chefs traditionnels aujourd'hui, si vous faites vos enquêtes, vous allez voir que 35 à presque 40% des chefs aujourd'hui traditionnels sont des anciens combattants. Mais c'est que chef traditionnel collé, canton au villageois, beaucoup de gens sont retraités. Donc, les préfets aussi. Ouais, en même temps, ces chefs-là, ils sont en même temps des chefs, mais aussi des agents de renseignement pour le régime. Puis ce sont Djaouni, c'est des anciens chefs. Et c'est des anciens militaires, soit policiers, soit gendarmes, tout ça. Donc, ces gens-là, leurs domiciles sont aussi des lieux où on bourre les urnes. Vous voyez? Donc, dans le Vaud, par exemple, l'ancien Premier ministre qui disait que oui, on avait fait des élections, elle a eu honte, tout ça. Elle a déroulé toute une équipe avec des amis à elle. Ils ont bourré les urnes partout. Dans le Zior, les Adédiés ont fait pareil. Dans les plateaux, les Klassou, toute leur bande jusqu'à Takpamé, ils ont fait pareil. Chacun à son niveau, selon ce qu'il a détourné, là où il a pris l'argent, chacun retourne dans sa localité pour bourrer les urnes. Et on prend les jeunes de l'opposition, on leur distribue de l'argent, on leur dit de se taire. Les rares jeunes de l'opposition qui sont encore dans ces villages-là, on en a au gars, nous les fous. Donc, Amesiame Honaga, chef Honaga, CB Honaga, et Chamio Honaga, jeunes qu'on les fous identifiés d'avance au Honaga, enseignants au Honaga, à moi qui ont participé au bourrage des urnes.
Pendant ce temps, moi, que les classes politiques assises avec concurrencé les machines, il n'y a rien. Donc, tous les résultats que les gens viennent de lire sont des résultats frauduleux, fabriqués. Mais, donc, qui ne reflètent pas la réalité du vote des Togolais. Mais qui nous renseigne aussi que, à chaque fois qu'on fait les élections, le pouvoir essaye de donner des scores pour démontrer à la communauté nationale et internationale que certains partis politiques sont en perte de vitesse dans le pays. À partir de quel moment, quand tu pars de 35% à 3% ou à 2%, tu comptes aller encore aux élections pour remonter la pente dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? 400 ans, 400 ans. Maintenant, c'est Bergon. Et m'a ajouté maintenant, M. Ferdinand Yakebe-Boulefi. Même dans les bureaux de vote, ceux qui sont des représentants des partis politiques dits de l'opposition, les représentants du régime dans ces bureaux de vote, c'est eux qui donnent l'argent à ces représentants des partis politiques de l'opposition. Je vous dis, moi, j'ai des gens, j'ai des cousins, des membres de famille qui sont de UNIR. Et ce qui s'est passé tout dernièrement au niveau de vos deux, vraiment, c'est alarmant. Oh, se moquer, non? Bon, oh, ne mikbo les zones d'eau, mais à me kobe yo les bureaux de vote maintenant, opposition. Hein. Il y a des gens, même si tu leur donnes 1000 francs seulement, ils vont te laisser faire tout. Je te jure. 1000 francs seulement, ils vont te laisser faire tout ce que tu veux. Parce que c'est des gens même d'abord qui n'ont pas été formés. Opposition. Menas, un instant s'il te plaît, comment est-ce qu'on peut changer la mentalité de cette personne-là? C'est Aïcha, je suis désolée, je suis revenue avec mon deuxième compte parce que l'autre compte a des problèmes. Menas, ma question c'est que comment est-ce qu'on peut changer la mentalité de ces gens-là pour qu'ils comprennent qu'ils sont en train de se faire mal eux-mêmes en prenant ces miettes-là? Comment est-ce qu'on peut, ma soeur, à l'état actuel, comment est-ce qu'on peut changer leur mentalité pour qu'ils comprennent prendre de l'argent avec RPT Uni, c'est se faire du mal. Ma soeur, à l'état actuel, on ne peut pas changer la mentalité de ces gens. Il ne faut même pas chercher à le faire. Tout ce qu'il faut, c'est de renverser juste la table. Parce que, allez, problème, moi, là, n'a vous voyez? Donc, et nous, qui ont élection, mais nous, on a dit, nega que élection, mais gamin, régime, on a dit, job, mais quoi? Parce que c'est plié, c'est gagné d'avance. Mais les tonnes, les unir, lac, hein, lac, unir, gagner les lacs, ça ne vous dit rien. Oti unir, Yoto unir, Chamba unir, Ogu unir, Bamono unir, Agwenive unir, Ogu unir, Bin, c'est Amou, Tandouare, Cloto, Anier, tout au mot, que unir partout. Maintenant, c'est par quel moyen? C'est que vous voulez nous amener à venir vous défendre ou vous voulez nous amener à venir vous voter? Je ne comprends pas. Et nous, que les VVD Biari, mais toutes les élections, mais contestent souvent pas tamé. Parce que, ne bien élection, mais moi, on n'a même pas la chance. On n'a même pas la chance. Comment est-ce que les gens... Bon, moi, je crois savoir que les leaders des partis politiques aujourd'hui ne parlent pas des élections. Mais, communiquant, les pomposo, élections, dit quoi, vous devez comprendre. Vous devez comprendre qu'on n'a même pas de chance. Et si à un moment donné, leaders ont introduit recours de l'Union africaine, et dans les chartes de l'Union africaine, au niveau de l'article 25 même, on sanctionne automatiquement le régime et toutes les organisations qui ont fait le coup d'État anticonstitutionnel. On les sanctionne et ils ne devaient plus participer à aucune élection. Mais à quel moment vous parlez des élections et comme quoi? C'est plutôt vous qui sabotiez
le travail de vos leaders. Donc, arrêtez d'intoxiquer encore de plus les Togolais. Monsieur en menace, s'il te plaît. Vous Bon, j'ai savez, déjà vu. il ne faut pas qu'on se trompe, monsieur Menace. Si vous êtes un de mes communicants, je suis un leader, et que vous sortez, vous dites des inepties, et je ne dis rien, c'est que j'avalise en fait. Absolument, votre consentant. communication. Donc il ne faut pas qu'on se voit la face. Ça dit que vous avez dit, appelons un chat et avançons. C'est Oui. parce que ces leaders-là ont envoyé leurs communicants communiquer. Point final. Point basta. C'est ce qu'on appelle le pluralisme politique de J'aurais façon. aimé que M. Ferdinand Été nous parle un peu du découpage électoral avec toutes ces conséquences-là. Merci. Oui, oui. Non, non, il y a plein d'autres personnes sur le panel qui n'ont pas encore pris la parole. Je préfère leur laisser la parole. Moi-même, je me lutte. Agoreka compose en FFV. Nenibe, élection, mi glorifié kaka me kokeke. Bena, Blaise Compaoré, dictateur, voit à mon doji, où il y a une négociation. Faut ou en 2005, au taxi, où il y a un et nous, fichier électoral là, où peut les viciers, où peut les concessions, il y a quand tu analyses tous ces chiffres-là, qu'est-ce qui en sort? Voici l'hypothèse que je formule. C'est parce que ces gens savent qu'ils ne gagneront pas. Et pourtant, ils auront quelques postes. Et ces postes-là vont pouvoir de l'argent afin qu'ils puissent nourrir leurs familles et leurs enfants. Donc, pendant que le peuple togolais est en train de lutter pour la libération, ces gens sont en train de lutter pour leur ventre. Donc, les chemins ont bifurqué. Nous ne sommes pas dans la même lutte avec eux. Eux, ils luttent pour leur ventre, pendant que nous autres, nous luttons pour la libération de la terre de nos aïeux. Voilà l'hypothèse que je mets aujourd'hui, qui explique la participation aux élections malgré les conditions que nous venons de décrire. Maintenant, on laisse la parole à notre général Kokuya Boreka. Merci Romarikson. Ndogbena Nyapata. Merci pour vos contributions respectives. Vous savez, comme quelqu'un l'a dit, que l'on peut faire une chose et son contraire à la fois, moi je dis ceci. Nous devons justement cesser. Ou bien la classe politique togolaise doit cesser de faire une chose et son contraire à la fois. Vous savez, lorsque nous prenons les circonstances dans lesquelles la Cour de justice de la CEDEAO a prononcé son verdict, nous pouvons dire tout simplement que là où nous sommes aujourd'hui, cette question de participation aux élections, ce débat de participation ou non aux élections est une trahison. Je m'explique. La Cour de justice de la CEDEAO ne peut pas dire que les institutions issues de cette république, de cette 5e république, sont illégales, autant que la 5e république elle-même. La modification constitutionnelle ou bien le changement de la constitution est anticonstitutionnel. Donc, toutes les institutions issues de cette constitution sont toutes illégales. Donc, si un individu veut toujours aller aux élections organisées par ces institutions que la Cour de justice de la CEDEAO dit qu'elles sont toutes illégales, là, c'est vouloir taper du revers de la main ce que dit la Cour de justice de la CEDEAO et dire que non, nous acceptons. Ce que vous dites illégal, nous l'acceptons. C'est justement ce qui se passe actuellement. Donc, toutes ces personnes qui se préparent à aller à une forme d'élection organisée par ces institutions illégales, reconnues illégales, sont en train de trahir pour une énième fois le peuple togolais. C'est aussi simple que ça. Et je voudrais rappeler à tout le monde que à chaque fois que l'opposition s'assoit avec le parti au pouvoir pour une forme de négociation, eh bien, à la fin, le parti revient et organise des élections
et les revendications qu'ils faisaient au cours des négociations sont magiquement oubliées. Et ils oublient ça et puis ils participent aux élections. Et à la fin, Monsieur X, Madame Y, les personnes s'octroient des postes dans la gestion du pays et c'est le peuple qui vit dans le dénuement total. Mais cette fois-ci, s'il vous plaît, messieurs les politiciens, depuis plus de 30 ans, vous avez essayé la même chose et ça n'a jamais marché. Les temps ont changé. Une nouvelle génération vous demande de changer de méthode. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est de parler d'une seule voix. Que Fonia Singbe plie bagage d'abord. Donnons la chance à une équipe de transition pour organiser, tout d'abord pour faire revenir la C92 qui garantirait une élection présidentielle, qui organiserait une élection présidentielle afin que les Togolais puissent choisir celle ou celui-là pour présider son destin. Tout ce que nous voulons, c'est que Fonia Singbe parte d'abord. Mais aller à une forme d'élection avec Fonia Singbe, c'est dire non, c'est rejeter ce que dit la Cour de justice de la CEDEAO. Ouais. C'est tout ce que moi je voudrais dire. Merci Très bien. beaucoup. Merci beaucoup. Légende, Oui, il y a eu une élection législative en 2019, n'est-ce pas, oui, qui a oui, été boycottée par la classe politique de l'opposition. effectivement, boycotté. Vous connaissez les dessous de ce boycott? Non, allez-y, informez-nous. Rappelez-vous que on sortait des discussions de Conakry, de Paris, suite aux événements de Tikpi, là, je pense, comme j'oublie souvent la date, les événements. 19 août 2017. Voilà. Et donc, rappelez-vous qu'il y a eu une bagarre dans les discussions sur les représentations de l'opposition à la CENI. Vous vous rappelez? Oui. Et Gilles Christ était sous menace de retirer son membre à la CENI pour que la C14, ou je ne sais pas comment on l'appelait à l'époque, aille prendre la C14 a exigé que pour la parité à la CENI, Gilles Christ doit retirer son gars. Vous vous rappelez? Oui. C'était oui, en oui. 2019. C'était Voilà. décembre 2018, début Voilà. 2019. Ouais. Voilà. Et donc, Gilles Christ ne voulant pas retirer son gars, Gilles Christ était... Ce sont les exigences de la C14 en disant que nous voulons une CENI paritaire, il faut que l'UFC retire son gars de la CENI. C'était Romao, je pense qu'il était là-bas. Et donc, ils ont posé le problème au facilitateur. Et donc, le président du Nigeria, Buhari, a dépêché son ministre des Affaires étrangères qui a fait le tour de Conakry, d'Accra et est arrivé à Lomé. Entre-temps, ils ont appelé Gilles Christ pour que Gilles Christ retire son gars. Gilles Christ refuse. Et donc, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria était à Lomé et Buhari mettait la pression pour que Ford puisse céder à cette revendication de l'opposition pour que on puisse revoir les conditions d'organisation de ces législatives-là. Donc, le ministre des Affaires étrangères attendait, Gilles Christ refusait de céder, Ford s'est déplacé de chez lui vers Gilles Christ Olympio à Nukafu, à côté de l'église catholique de Huiti là-bas, pour le supplier de retirer son gars. Écoutez-moi très bien. Donc, il vient là-bas, il supplie Gilles Christ que non, il faut qu'il retire son gars, ils vont s'entendre après. Gilles Christ a fini par céder. Et puis, un courrier a été consigné. Et le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, il prend le courrier, il retourne chez Buhari pour l'informer qu'ils ont réussi à obtenir la dernière voie qui permet à l'opposition d'aller siéger à la CENI. C'est quand ils obtiennent ce truc-là que la classe politique là dit qu'ils ne vont pas aller siéger à la CENI qui boycotte les élections. C'est là où Buhari a dit mais que ces gens-là, c'est des foolshmen. C'est comme ça que le Nigeria s'est retiré de notre affaire. Buhari s'est fâché et Buhari a pris ses distances par rapport à ces élections. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre que des gens qui ont posé des exigences, qui les ont obtenues après la pression du Nigeria, décident, c'est-à-dire à la surprise générale, de boycotter cette élection qui a permis à Ford de modifier la constitution avec les Abbas Kaboua. Et ces gens-là, 2 ans plus tard, ils sont allés au municipal.
Qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Grave. 1 an et demi, monsieur Ferdinand. Comment vous comprenez ça? Synthèse des élections législatives de Oui. décembre 2018. Oui. Boycott de l'opposition. Le scrutin a été marqué par le boycott massif de la coalition C14, le principal regroupement des partis d'opposition qui réclamaient des réformes constitutionnelles et une révision du fichier électoral. La victoire du pouvoir, le parti présidentiel l'Union pour la République unie de Faure Gnassingbé a remporté la majorité absolue avec 59 sièges sur 91. L'événement clé, très vite en janvier 2019, il y a eu l'élection de Yawa Djibodi Tchegan à la présidence de l'Assemblée nationale. Elle devient la première femme à occuper ce poste. L'Union des forces du changement est devenue le premier parti d'opposition officiel de cette législature, avec 6 ou 7 sièges. Le reste des sièges étant partagés entre des petits partis et des candidats indépendants. Ferdinand, Alors, tu as raison. Avant cette élection, vous savez ce qu'ils ont fait? UNIR a fait le sondage sur l'ensemble du territoire, avec plusieurs, comment je dirais ça, plusieurs simulations. Et de toutes les simulations, ils perdaient les élections législatives si la C14 y participait. Toutes les simulations. Parce qu'en ce moment, c'était la ferveur autour de la C14. Donc, ils perdaient les élections. Et subitement, les gens qui ont demandé qu'on leur donne la dernière voix à la CENI pour qu'ils aillent aux élections, ils décident de boycotter les élections. Personne n'a compris cette stratégie. Ferdinand, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas une histoire d'escalier? Et puis, ce qui est bizarre dans ça, Qu'est-ce qui nous prouve que, un instant menace, qu'est-ce qui nous prouve que si vous voulez que Améliobé a gagné l'escalier, mais ça n'a pas été pareil? Parce que c'est ça le problème. ça a été planifié. Aujourd'hui, là, voilà, ça a été planifié. Ça a été planifié. De la même manière que tu le dis, toutes les situations, toutes les simulations donnaient l'opposition vainqueur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Africa, parce que si la C14 n'y allait même pas en regroupement, si Tikpi y allait avec le PNP, les autres aussi allaient chacun à son niveau, ils allaient rafler partout. Exactement. Ils allaient rafler partout. Et donc, dès qu'ils ont dit qu'ils boycottaient, UNIR a choisi les Kabouas et les accompagnateurs, ils sont allés faire les élections. Et ils ont modifié la constitution. Et ceux qui ont refusé d'aller siéger à la CENI, alors qu'on venait de leur arracher la dernière place qu'ils exigeaient, ils sont allés après aux élections municipales avec une CENI qui n'était pas à leur faveur. Et puis, aujourd'hui, je vois les gens, leurs communicants Les dire... conséquences ont été directes de ce boycott en mai 2019. Non, la légende, c'était pas le boycott même en fait qui est le problème. Parce que après, avec une coalition de telle envergure, comment est-ce que vous pouvez boycotter une élection et venir s'asseoir à la maison, regarder les gens, participer à organiser une élection frauduleuse? Parce que c'est ça qui, regarde, c'est ça même le problème. C'est pas le boycott en fait qui a constitué le vrai problème. Oui, mais le fait qu'après le boycott, ils n'ont rien fait pour empêcher l'élection. Le fait de n'avoir rien fait a conduit en mai 2019 à une adoption par les députés d'une réforme constitutionnelle, réintroduisant la limitation à 2 mandats présidentiels. Compteur à 0 benya. Bon, monsieur Ferdinand allait proposer au découpage électoral. Non, moi j'ai fini. Il y a d'autres qui sont sur la toile et qui sont sur le truc. Il y a 2 personnes qui n'ont pas parlé, et Mike et puis celui qui est en... C'est ça. Il y a Arimata, il y a Mike, il y a Montana. Arimata. Bonsoir tout le panel. Bon, merci pour l'invitation, Romain Addison. J'étais descendu, mais maintenant, je voulais poser la question sur les réformes.
s'ils avaient revendiqué des... S'il vous plaît, Arimata, il y a quelqu'un Oui, qui fait de l'intoxication dans les commentaires. On dit que c'est à cause de la diaspora qui n'ont pas participé aux élections législatives de 2019. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. La diaspora fait quoi? C'est la diaspora qui décidait à la place des partis politiques. Il va trop partir. C'est pas possible. Viens-toi, Beneba. Les gens, il faut le descendre. Détecteur de vérité. Mensonge, ouais. Les gens envoient le repos éternel. Il est parti au repos. Merci. Allez, va t'abonner. non, moi, je n'ai plus d'autres questions. Je voulais poser les questions sur les réformes. S'ils avaient, dans le temps, ils avaient revendiqué des réformes pour participer aux élections. Mais maintenant, ça a répondu à toutes ces questions-là déjà. Donc, bon, je n'ai plus rien à dire. Mais cette fois-ci, quand ils nous parlent maintenant d'élections, surtout, il y a plein de panels maintenant qui nous parlent d'élections. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ils comptent sur quoi maintenant, cette fois-ci? Parce que selon ce que... Ils vont reprendre tout ce que nous avons développé ici. Nous voulons la réforme de la CENI. On veut un nouveau découpage. On veut le fichier électoral. À la fin, ils vont vous dire, malgré que ça n'a pas été fait, ils y vont quand même. Ils vont reprendre la même antienne. Ils finissent par dire que c'est consensuel. Mais hier, quelqu'un m'a dit, bon, je ne sais pas lui quel poste il occupe dans l'opposition, hein. Il m'a dit qu'eux, ils vont aux élections municipales parce que c'est pour le développement des communes. Vraiment, pauvre de nous, hein, nous vraiment pauvre peuple togolais. Hein? Vraiment, bon. Moi, je suis vraiment restée... les gens, tu sais qu'il y a des communes qui ont un budget d'à peine 40 millions toute l'année. Oui. Ça développe quoi, 40 millions? C'est même pas un budget pour une piscine municipale ici. Il y a des gens qui ont réclamé ces réformes jusqu'à au dernier jour de la clôture de l'obtention des cartes et tout. Ils ont demandé aux gens au final d'aller s'inscrire et prendre leur carte d'électeur. Le docteur Arnaud Agba est venu. Je vais le monter dans quelques minutes. Maintenant, j'aimerais vous dire que quand on a fait ces élections municipales, ainsi de suite, il y avait un maire qui voulait donner le nom à une rue. Quand vous connaissez la politique, le maire a le droit de nommer les rues. Et le nom que le maire voulait donner, ce n'est pas un nom bizarre comme il voulait donner le nom de Moussachu.